Bonjour à tous. Je suis Audrey Gortana-Vallée, directrice du programme TechSprint à la Caisse des dépôts. Le TechSprint, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de sélection et d'accélération de projets collaboratifs innovants fondés sur la data et l'IA en soutien donc à la transition écologique. Donc, j'introduis rapidement cette séquence, reviens peut-être à la slide d'avant. Ouais. J'introduis rapidement cette séquence pour laisser la parole aux opérationnels, aux experts. Donc Jawer Alala, fondatrice et dirigeante de Sysnaps, une société spécialisée dans le data management, et Olivier Seno, directeur de l'innovation et du numérique de confiance chez DocaPost, la filiale donc numérique de la Poste. Ils sont lauréats tous les deux de la première édition du TechSprint pour un projet donc qu'ils ont développé, fiabilisé ensemble, le projet Data Recycling, qui vise à appliquer les principes de l'économie circulaire. Donc appliquer les principes de l'économie circulaire au management de la donnée. Et ce projet est une belle réussite et c'est pour ça que nous sommes ravis de vous le montrer et de vous l'expliquer aujourd'hui. Depuis, effectivement, la solution a obtenu plusieurs labels et récompenses. Et puis ce POC avec DocaPost a aussi ouvert la voie à d'autres implémentations au sein du groupe La Poste et au sein du groupe Caisse des dépôts. Donc on voit là comment la co-innovation facilite l'ouverture de nouvelles portes, en tout cas le développement commercial. Moi j'aime particulièrement ce projet également parce qu'il est emblématique des 4 fondements du programme TechSprint. En effet, à la genèse de ce programme, lancé en janvier 2023 par la Caisse des dépôts, il y a 4 convictions. La première, c'est que la data et l'IA sont des vecteurs de facilitation et d'accélération de la transition écologique, puisqu'ils permettent en effet de comprendre les mécanismes complexes qui sont au cœur des enjeux environnementaux et qui nécessitent de manipuler, de traiter un volume considérable de données et qui permettent de piloter effectivement les trajectoires carbone des filières économiques et des territoires. La deuxième conviction, c'est que le partage de données donc, est indispensable à la gestion des problématiques environnementales, multifactorielles et multidimensionnelles. J'ai déjà expliqué cela avec le premier point. Troisième conviction, les logiques de collaboration entre grands comptes et start-up sont essentielles au développement de solutions innovantes fondées sur la data et l'IA. Pourquoi ? D'abord parce que les startups ont besoin de jeux de données primaires, réels. Et donc, les entreprises, les grands comptes sont là pour leur partager leurs données qui vont permettre de nourrir les algorithmes, les modèles, de fiabiliser les opérations de tri, de traitement, d'analyse des données. Et puis surtout, les grands comptes vont tester, être les bêta-testeurs de ces solutions, les plugger dans leur système d'information et dans leur process, et donc fiabiliser le prototypage. Donc on est vraiment convaincu à la Caisse des dépôts que le mariage entre des grands comptes et des startups est vraiment un vecteur d'accélération et de fiabilisation des solutions autour de la data et de l'IA. Et enfin, quatrième conviction, pour favoriser ce partage de données par les grands comptes, eh bien, il est nécessaire d'établir un environnement de partage de données qui soit sécurisé, c'est-à-dire des services technologiques qui, sur toute la chaîne, de bout en bout, sont de confiance, sont le plus possible souverains, donc apportent toutes les garanties nécessaires aux entreprises pour qu'elles puissent ouvrir leurs données, partager leurs données. Et Olivier vous en parlera encore mieux. Je ne sais pas où il faut pointer. Voilà. Donc, la co-innovation est vraiment au cœur du TechSprint, qui est
collaboratif. On récompense des projets développés en consortium avec à minima donc une start-up et un grand compte. Mais ce consortium peut être complété autant que de besoin par des collectivités territoriales quand on a besoin d'un territoire d'expérimentation, par d'autres fournisseurs de données, opérateurs télécoms, opérateurs réseau, observatoires, par des acteurs académiques et institutionnels comme les opérateurs de l'État, BRGM pour les données du sol et du sous-sol par exemple. L'idée, c'est d'avoir tous les savoirs, toutes les savoirs et les savoir-faire qui sont nécessaires à un développement fiable et rapide de la solution data. Le TechSprint en quelques chiffres clés. Donc 2 éditions ont déjà été organisées en 2023 et 2024. 100 dossiers de candidature ont été déposés, dont 50 impliquant une filiale du groupe Caisse des dépôts. En effet, la co-innovation, elle est bien stimulée par le groupe Caisse des dépôts, puisqu'avec nos 30 filiales, elles sont fortement mobilisées dans ce dispositif et sont ouvertes justement aux collaborations avec les startups et porteurs de services technologiques innovants. Donc on peut compter sur eux. Et là, vous avez quelques-unes des filiales les plus actives dans le TechSprint. Transdev pour les bus, ICAD pour la construction immobilière, Egis pour la construction d'infrastructures, Compagnie nationale du Rhône, Compagnie des Alpes pour les stations de ski et les parcs touristiques, CDC Habitat, logement social, Société forestière, on gère aussi des forêts. Le groupe La Poste qui nous a rejoint, CNP Assurance, RTE ou Suez. Voilà. Donc on compte effectivement des grands leaders sur chaque grand secteur d'activité et ces filiales ont à cœur d'être pionnières, exemplaires et donc d'avoir un effet d'entraînement sur l'innovation et notamment l'innovation par la data dans leur secteur d'activité. Et donc aujourd'hui, c'est 13 projets qui ont été accompagnés et vous avez la chance aujourd'hui donc d'entendre l'un d'entre eux, à qui je laisse tout de suite la parole. Merci Audrey. Donc c'est moi qui lance un peu l'offensive. L'open innovation, donc l'open innovation chez DocaPost, on la pratique tous les jours, on la pratique au travers de TechSprint, on la pratique de façon individuelle avec essentiellement des startups, mais aussi des PME qui viennent apporter un certain nombre de compléments à nos savoir-faire. Donc l'ampoule là est bien représentative puisque dans les différents modèles d'innovation, in-house, M&A, open innovation, on a différents business models et différentes attentes par rapport à ces modèles d'innovation. Et l'open innovation, elle va avoir plusieurs grands intérêts. D'abord, c'est de merger des idées qui peuvent être internes sur une continuité de roadmap, sur des nouveaux produits, sur un nouveau marché, parce que les marchés émergents viennent chaque année perturber les stratégies qui sont mises en place. Ça permet de récolter des idées neuves en termes d'organisation, en termes d'architecture aussi, que ce soit de l'architecture technique ou de l'architecture financière ou de l'architecture organisationnelle. Ça permet de développer des nouveaux produits ou des nouveaux services en s'appuyant sur le savoir-faire et la compétence, en ayant préalablement répondu à l'éternelle question que se posent les grands groupes, make or buy. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on s'appuie sur un partenaire qui va devenir un partenaire critique? Est-ce qu'on rachète le partenaire s'il est à vendre? Donc voilà, ça c'est des questions amont. Une fois qu'on a décidé de partir avec un partenaire, c'est bien pour créer du business, créer de la valeur en synergie avec ce partenaire. Donc c'est un peu ça l'open innovation tel que nous la vivons chez DocaPost. Et cette open innovation, elle est collaborative. C'est-à-dire qu'une fois que le partenaire a intégré le programme d'open innovation, il est présent avec nous. C'est lui qui fait avancer très souvent le projet qui est ciblé. Et c'est une vraie collaboration entre les équipes internes des BU et les équipes du partenaire. Donc voilà comment est organisée l'open innovation chez DocaPost. Et ça bouge un peu les codes, ça bouge un peu les frontières de ce que l'on connaît habituellement. Mais ça permet plusieurs
plusieurs atouts, plusieurs intérêts pour le grand groupe, mais aussi pour la start-up ou la PME qui intègre ce programme. Le premier, c'est d'accélérer. D'accélérer dans les cas d'usage, d'accélérer dans la mise en œuvre, d'accélérer dans le passage à l'échelle, puisque c'est très différent de faire un POC sur un environnement de laboratoire que de faire un POC, comme on l'a fait là, sur l'environnement financier du groupe. Donc les bases de données financières du groupe, c'est sans commune mesure avec un POC en labo. Ça, c'est ce qui illustre le partage des ressources. Audrey l'a dit, les grands groupes ont des ressources data en propre. Alors il se trouve que nous, on a en plus des ressources data pour compte de tiers, mais on a aussi beaucoup de ressources data en propre. Et partager ces ressources, ça permet d'accélérer, ça permet aussi de partager le risque, puisqu'on est dans une démarche de POC, les BU sont impliqués dans cette démarche et comprennent bien qu'elles vont faire quelque chose de nouveau avec leurs données. Donc voilà un peu les 3 points essentiels qui, au-delà de cet aspect pragmatique, permet d'abord de tester un passage à l'échelle, à notre échelle, mais un passage à l'échelle. Donc ça, c'est important de tester l'appétence des utilisateurs. Une fois qu'on passe à l'échelle, est-ce que les utilisateurs trouvent un ROI ou une satisfaction, donc un ROI non monétaire, sur l'utilisation de la donnée? Ça, c'est un point essentiel qui nous permet d'anticiper quelque part le marché. On est sur un POC à l'échelle, on va pouvoir ensuite capter les tendances du marché sur ce type d'innovation. Et évidemment, il y a un partage de risques financiers puisque on est tous les deux embarqués dans le même bateau pour les mêmes résultats. Alors ce POC, il est issu du programme TechSprint, donc, durant lequel on a collaboré avec Sysnaps pour porter le dossier, porter l'innovation, porter la valeur ajoutée, porter le ROI qu'apporterait cette collaboration. Et à l'issue du TechSprint, eh bien, on a continué, ou pendant le TechSprint, on a continué à collaborer pour intégrer Sysnaps dans nos environnements. Alors, comme vous voulez voir donc, ce que disait Audrey, on est issu du TechSprint 1. Et donc voilà, l'objectif, c'était vraiment pour l'accélération de la transformation écologique grâce donc à la data. Il faut savoir que nous, on est un petit peu l'ovni de l'histoire, parce que là, l'objectif aussi, c'est d'utiliser la donnée pour des modèles économiques autour des données des clients. Nous, on est arrivé avec un modèle qui était plutôt de dire comment gérer cette donnée de qualité et qu'elle soit justement que pour le côté négatif de la donnée et la circulation de la donnée. Voilà. Donc le projet, c'est le data recycling. Donc c'est basé sur une méthode qu'on a développée, qu'on a intégrée dans le logiciel. Hein. Et on a été donc labellisé par la Fondation Solar Impulse, par le Green Tech Innovation du ministère de l'écologie. On a rejoint la fondation d'Ellen MacArthur et on a effectivement gagné donc le TechSprint 1. Et donc tout l'objectif, c'est de retirer l'effet négatif de la donnée pour libérer tout son potentiel, pour pouvoir justement trouver des modèles économiques pour aller vers du durable. Donc tout le principe est simple, c'est je vais pouvoir mapper, cartographier, maîtriser mon patrimoine de données, réguler, parce qu'il y a de plus en plus de réglementations qui sont portées au niveau très fin de la donnée et en transparence pour l'individu. Réduire, il faut savoir que les données, s'il n'y avait pas de données, il n'y aurait pas d'infrastructure, il n'y a pas toute cette logistique de transfert de l'information. Donc savoir dimensionner son système, savoir découvrir les données dont on n'a pas besoin. Aussi sur la partie transparence des données à la personne, réduire l'impact sur la personne. Et vous avez ensuite le reuse et le recycle qui vous permettent de dire comment je peux faire du neuf avec du vieux. Donc ça c'est la partie recycle. Comment je mets les données dans des espaces de moins en moins énergivores et comment je réutilise cette donnée dans l'entreprise. Je sais où elle est, je ne suis pas obligé de recollecter des données inutiles. Donc vraiment, c'était notre objectif. Donc à retenir, c'est le M4R, hein, c'est Map, Regulate, Reduce, Reuse, Recycle. C'est les mêmes principes que dans le process de l'économie circulaire, sauf qu'on est sur une ressource immatérielle.
Voilà, donc ça plu au TechSprint et merci au TechSprint. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, on a un parcours d'accompagnement incroyable au niveau du TechSprint. Franchement, c'est la première fois que je trouve ça. Ils ont fait appel vraiment à des acteurs comme l'ADEME, HEC, l'Institut des mines télécom, la Manufacture et tout le groupement de la Caisse des dépôts pour nous permettre finalement de scaler. Alors, ce qui est intéressant, ils ont des termes très sympas en plus, c'est Go to Impact. Donc là, on rencontre l'ADEME qui nous permet de vérifier effectivement l'impact que va avoir notre projet donc d'un point de vue durable. Il ne faut pas oublier, c'est la Caisse des dépôts, c'est le bien commun et l'intérêt général. Donc c'est vraiment leur objectif et c'est vraiment dans leur ADN cette partie-là. Donc voilà, on va valider cette partie-là avec donc l'ADEME. Le go-to-market HEC, génial. Franchement, ils vous mettent à disposition un mentor. Ce mentor vous suit, vraiment, il vous match, vraiment, il vous pousse parce qu'au début, nous, on est arrivés avec nos gros concepts, super contents, etc. Il dit non, il faut vendre, les gars. Donc, il faut trouver le moyen qui va bien. Ils nous ont vraiment poussé dans nos retranchements. Il faut faire du temps court, du temps long. On a bien compris cette notion. Donc, ça, c'est super. Et donc voilà, toute une stratégie de développement intéressante. Ils ont aussi le go-to-product data. Et donc là, c'est super bien aussi. Donc l'Institut des mines télécom, on travaille avec eux sur l'infrastructure. Donc ils sont vraiment une vraie connaissance au niveau de l'infrastructure, au niveau des données partagées, au niveau de toute une série de choses. Donc voilà, on travaille avec eux, il y a un échange, il y a eu même des masterclass organisés par eux. La manufacture, très intéressant, c'est vérifier si notre outil est attrayant pour les personnes qui vont l'utiliser et aussi éco-responsable. Donc ça, c'est bien aussi pour vérifier derrière, on s'annonce éco-responsable, c'est bien de l'être également. Et ensuite, le Together, alors ça, c'est super. C'est des one-to-one qui sont organisés avec les DSI, les acteurs de la data du groupe, qu'on rencontre lors d'événements et qui, on vient leur présenter pour vendre notre solution et travailler ensemble sur les sujets. Vous voyez, très dynamique, très pragmatique. Donc ça, c'est super bien. Ce n'est pas juste un financement qui nous est donné, parce que quand même, il y a un financement très intéressant. Merci. 250 000 € quand même. Et donc, ça nous a permis de mener à bien tous ces POC et tout ce qu'il y avait à faire. Le projet, c'est un jury qui est composé de l'ADEME, BPI France, SIGREF, Go2Impact, la French Tech. Donc il y avait effectivement un impact premier chez eux, c'est fort avec les consommations énergétiques qui sont croissantes autour du digital. Donc ce qu'ils ont apprécié dans notre projet. Une problématique croissante des DSI. Voilà, donc il y a une désirabilité. Et il y avait une faisabilité, puisqu'on arrivait déjà pour des clients à optimiser de façon opérationnelle 30 à 40% donc l'empreinte de leur système d'information. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'ensuite, ils nous donnent un objectif à 5 ans. Et notre objectif, c'est vraiment de réduire la consommation d'énergie des centres de données jusqu'à 30% et un taux de recyclage de données de 40%. Vous voyez, il y a vraiment des indicateurs. On est vraiment, on doit fournir. Et là, ils nous tiennent vraiment. Ils nous appellent et ils vérifient comment on avance sur nos projets. Voilà. La solution data recycling, c'est pour retenir. Nous, alors pourquoi de l'économie circulaire, vous vous dites, pour de la data, parce que d'habitude, on le fait uniquement pour les ressources physiques. Eh bien, c'est tout simplement parce que la donnée, elle est même pire que finalement les autres ressources qui sont limitées. Donc, à un moment donné, il faut trouver des solutions. La donnée, elle est illimitée. Donc là, si on ne fait rien, des data centers, ils vont en pousser des tas et des tas. Et l'énergie, on n'en aura pas assez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Microsoft est en train d'investir dans du nucléaire aux États-Unis. Et pendant 20 ans, cette centrale nucléaire n'appartiendra qu'à Microsoft pour lui permettre justement de faire fonctionner son IA. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de ce que représente le numérique, pas uniquement l'IA, autour des problématiques de notre nouvelle société portée par la donnée. Donc nous, on dit, c'est bien, mais il y a des déchets. Donc si on avait la vue, on aurait tous le syndrome de Diogène et on verrait dans quel bordel on vit. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc il faut savoir que 80% des données stockées sont redondantes, obsolètes et triviales. D'ailleurs, on ne maîtrise même pas son patrimoine de données. Et 30%, c'est l'augmentation d'émissions de CO2 depuis 2020 due à l'expansion des centres de données nécessaires à la data et l'IA. Donc, l'impact des données non maîtrisées, c'est un impact écologique réel, dissimulable et exponentiel. Vous avez des réglementations autour de cette donnée qui sont complexes. Il y a effectivement de l'éco-conception avec le RGESN, le RGPD, le Data Act, l'IA Act, la CSRD. Un patrimoine de données qui est informationnel, qui est incontrôlé.
Alors, vous allez tout le temps voir un DSI qui va vous dire j'ai une dette technique. Chez nous, il y a une variété de documents, de bases de données. Voilà, on n'est pas capable de vous dire ce qu'on détient. Les données la gestion des données sont chaotiques, je vous dis, les données redondantes. On va chez des clients, on lance notre scan, on découvre que 70% des données sont redondantes. Il y a très peu de qualité, donc c'est quand même difficile de se lancer dans des projets data IA sans avoir au moins travaillé cette problématique. Mais ils trouvent ça complexe également. Donc effectivement, nous, on arrive avec cette solution à ce sujet. Et des reportings environnementaux qui vont venir ajouter de la data, mais qui sont surtout vont apporter de la complexité. Et il va falloir avoir une maîtrise de vos données. Donc avec le data recycling, on a une capacité techniquement de se plugger, de maîtriser durablement le patrimoine de données, optimiser l'empreinte numérique de vos données. On va vraiment scanner, vous donner à la fin ce que ça représente en termes d'empreinte carbone. Maximiser la valeur de vos données donc par le partage responsable et intelligent. On est vraiment sur cette notion. Les gens comprennent très vite la notion des 4 valeurs dont je vous ai parlé. Et derrière, on a même un engouement fort et engageant des collaborateurs qui se disent qu'est-ce que je peux faire. Et donc ils ont besoin de savoir. C'est bien de leur dire de faire pas mal de choses, les sensibiliser sans qu'ils puissent agir, mais le fait d'agir, ça les fait bouger. Et une mise en œuvre réussie de vos reportings de pilotage, donc ESG, ESRS, efficace. Pourquoi? Parce que de toute façon, tous ces éléments-là, c'est les données qui vont porter cette réglementation. Ce n'est pas comme des systèmes qui existent déjà, financiers, autre chose. Là, il n'y a rien qui existe. Il faut aller taper dans les données financières, identifier les risques, déterminer les contrôles, mettre les indicateurs en place. Donc, il y a du boulot. Donc, DocaPost, c'était quoi notre relation? On ne l'arrête plus. Quand elle est partie, on ne l'arrête plus. Donc, la relation était extrêmement simple. Sysnaps vient avec un outil innovant qui permet de répondre à des questions auxquelles on ne sait pas répondre aujourd'hui. Sur le mapping des données, on en a parlé. Sur le recycling des données, ce sont des questions sur lesquelles on n'avait pas de réponse. Et donc, elle apporte à la fois l'outil et la gouvernance qu'il faut mettre en place autour de ces différentes questions. DocaPost arrive avec un environnement existant, donc des data, on en a parlé, mais aussi une baseline, une mission, puisque DocaPost est une entreprise à mission. Et la mission, c'est la confiance dans les échanges numériques. Et depuis 2 ans, on est également extrêmement engagé dans l'éco-conception, dans l'environnement RSE du numérique. Et on vient d'être qualifié là par EcoVadis à un niveau, on fait partie des 5 premiers Français sur l'échelle EcoVadis en termes de gestion RSE. Donc on apportait les outils de confiance, on apportait la protection cyber aussi, parce que traiter de la donnée, ça veut dire qu'il faut gérer les fuites de données éventuelles, qu'il faut gérer les attaques éventuelles, qu'il faut gérer tout l'environnement cyber industriel qui va autour des données. Et puis, c'est de découvrir avec Sysnaps où finalement nous en sommes, puisque nous prenons l'éco-responsabilité, nous prenons l'éco-conception, mais en interne, où en sommes-nous avec nos données? Et donc c'est l'association des deux qui a permis, et je vais laisser Jawer terminer, de faire ce POC et d'avoir des résultats intéressants. Alors, ce retour d'expérience, donc on a voulu, et c'était voulu, de le faire en moins d'1 semaine pour montrer que notre technologie était en mesure de permettre de maîtriser le patrimoine de données de DocaPost. Donc, DocaPost nous a mis à disposition une base de données finance, donc opérationnelle, décommissionnée et analytique. Ils nous accompagnent, on était vraiment seuls. L'objectif, effectivement, c'était de leur montrer qu'on était capable de permettre une réappropriation rapide qui permette ensuite de... Plus près. Donc, justement, ce serait de permettre ensuite à l'équipe en place de tirer profit de ce qu'on a pu découvrir. La découverte et la maîtrise du patrimoine de données, quand je vous dis on se plug à ces systèmes-là, on sort automatiquement un modèle de données, un dictionnaire de données, mais pas n'importe lequel. Il est hiérarchisé, il permet de retrouver ce qu'on appelle les objets métiers. La facture, la commande, le bâtiment, n'importe quoi. Et donc c'est lui qui vous le propose. Il va mettre une sémantique également sur ces éléments et ça va vous permettre très facilement de retrouver les informations d'objets métiers. Et quand vous êtes dans le... Pourquoi je parle d'objets métiers, facture, commande, etc. C'est parce que c'est le langage que
comprend le métier. Et le métier, on a besoin de sa part d'avoir des règles de gestion pour bien mener à bien tout le cycle de vie, depuis la collecte jusqu'à la mise en qualité, jusqu'à trouver les indicateurs et les use cases qui vont bien. Et donc, pour parler avec lui, il ne faut pas parler technique, il faut parler métier. Et donc tout l'objectif, c'est d'avoir une vision de ce patrimoine de données qu'on transforme en patrimoine informationnel pour accélérer les projets data et IA dans l'entreprise. On va les mettre en conformité. Ce modèle de données, il est vivant. Donc même quand vos systèmes changent, en fin de compte, on a un système d'observabilité qui va faire vivre finalement cette hiérarchie, qui va vous dire attention, il y a ça qui a changé, etc. Donc, il va venir classifier directement les données, directement RGPD, avec des indicateurs visuels qui permettent à l'utilisateur de voir son modèle de données et de très vite le comprendre d'un point de vue visuel. Accélérer la mobilisation des données, donc ça c'est la partie reuse. Ces fameux modèles, en plus c'est des modèles où on peut mettre des règles de gestion. Vous cliquez droit, vous faites task, vous mettez en qualité, vous faites task archivage, il vous archive les données. C'est vraiment quelque chose qui a été construit pour automatiser toute la chaîne du cycle de vie des données. Réduire l'empreinte des données. Donc là, on va venir calculer l'empreinte carbone de ces trois environnements-là et donner une visibilité, donner une vision des données en termes de rétention, celles qui ne sont plus utiles ou en termes de disponibilité, qui ne sont plus nécessaires dans un espace de haute disponibilité, et les données redondantes, obsolètes et triviales. Voilà, donc ça, on donne ça. Et après, on vient optimiser les espaces de données pour calculer l'empreinte carbone. Là, ça nous a permis de réduire de 20%, bon, pas tout, et ça donne une équivalence de 100 km en voiture par an. Donc, pour la réduction que pourrait représenter finalement une bonne gestion des données. Donc ça, c'est sur un POC qui est... Oui. En voiture. En voiture. L'équivalent de l'émission carbone d'une voiture qui parcourt 100 km. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'empreinte carbone, tu le calcules quand tu es dans un espace de données en termes de stockage. Il y a des calculs qui ont été faits en fonction du PUE du data center. Ça représente un nombre de Go. Ce nombre de Go est redéfini en calcul CO2 et ce calcul par an te donne une visibilité et là on l'a retraduit sous forme quelque chose qui est plus compréhensible humainement que de dire ça fait tant de CO2. Là, vous allez tous me regarder en disant oui d'accord, mais ça représente quoi? Et 100 km de voiture par an, là ça parle mieux aux personnes. Voilà. Et ça parle mieux à notre échelle, hein. Sachant que nous sommes une entreprise sur les 4 millions d'entreprises en France, et surtout dans un data center. Or, des data centers, il s'en construit plusieurs par jour en ce moment, qui vont se remplir de données qui vont rapidement être obsolètes ou triviales. Et c'est ce passage à l'échelle ensuite qu'on vise au travers de cette collaboration et de ce projet, c'est d'apporter à tous ceux qui ont des très grandes quantités de données, qui utilisent des très grandes quantités de données, et notamment dans les data centers, des solutions pour réduire l'empreinte carbone de ces data centers. Donc c'est un vrai sacerdoce, parce qu'aujourd'hui, vous avez probablement, pour beaucoup d'entre vous, découvert ce qu'était le data recycling. Vous n'aviez pas imaginé. Pour nous, on a aujourd'hui l'obligation de communiquer au travers la CSRD, puisque en tant que grand groupe, nous avons l'obligation maintenant de publier en extra-financier. C'est un KPI de la CSRD, ça nous permet de l'intégrer dans nos KPI de progression. Donc c'est un outil qui va nous permettre, à la fois pour notre compte, mais aussi pour le compte de nos clients, d'avancer vers une plus grande maîtrise de la donnée et un moins gros gâchis de la donnée, puisque c'est essentiellement ça qui est aujourd'hui visé. Tu cliques ? Tu peux cliquer ? Pardon. Et là, c'est la fin. Et donc, comme vous avez pu le voir, on s'attaque aussi bien à l'aspect négatif spatial donc, des données et également à la partie énergétique. Voilà. Et il reste quelques minutes en principe. Donc si vous avez des questions. Oui. Alors, c'est bon. Bonjour. Alors, ce sera une question, mais pas du tout au sujet du POC que vous avez développé, mais plus au niveau de la relation, pour qu'elle soit win-win, surtout pour une start-up, parce que je suis aussi du côté de la start-up.
et ça m'intéresse aussi d'avoir l'avis du groupe. Quelles sont les clés pour réussir une relation, se protéger en tant que start-up quand on travaille avec un grand groupe sur de l'open innovation? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, en tout cas dans le Tech Sprint, alors dans le Tech Sprint 2, nous on faisait partie de Tech Sprint 1, on n'avait pas eu ça, mais sur le Tech Sprint 2, ils ont appris et c'était génial. Ils ont fait venir les sociétés du groupe qui sont venues avec des use cases, des problématiques qu'ils ont exposées pendant je ne sais plus combien d'heures, peut-être 4 heures, et les entrepreneurs étaient là. Et ils ont capté finalement la peine. Et ça, c'est important parce qu'on peut créer des tas de trucs, nous, pour aller les vendre. Mais si en face, derrière, il n'y a pas la peine, on ne pourra pas vendre notre solution. Et ce qui était intéressant là, c'est qu'on pouvait matcher finalement notre offre par rapport finalement au use case qui était défini. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Il faut vraiment continuer à faire ce genre de choses. Et donc voilà, donc c'est comme ça, derrière, que tu as un premier contact qui peut se faire avec ce type d'initiative. Oui, alors pour se protéger du méchant grand groupe qui va manger la propriété intellectuelle, c'est presque un fantasme. Un grand groupe, il a des ressources pour mener des recherches, il a un certain nombre de vecteurs qui lui permettent de créer sa propre pays. Quand il travaille avec une start-up, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est jamais dans l'optique de lui prendre sa pays ou de lui cannibaliser son idée, parce que c'est pas du tout l'approche. On a des services pour ça, ça s'appelle le M&A. Effectivement, quand on a une cible, c'est l'équipe M&A qui vient taper à la porte de la start-up en disant « je vous achète ». Ça se fait, ça se fait pas. Donc c'est voilà, le fantasme de le grand groupe qui va manger l'idée de la start-up. Faut un peu le nettoyer. Oui, ensuite, plus pragmatique, non mais ça existe, c'est pour ça je dis c'est presque un fantasme. Parce que ça existe, ça reste des cas particuliers. Je vous garantis que dans un grand groupe, à part quelques cas particuliers, quand on a on a une relation avec une start-up ou avec une PME, l'idée de la piller n'est pas du tout celle-là. Vraiment pas. On n'y va vraiment pas dans cette idée-là. Après, il y a des services spécialisés là-dedans, mais pour un grand groupe, au niveau de l'innovation, c'est vraiment pas l'idée, c'est vraiment pas la motivation. Ensuite, de façon plus pragmatique, il y a un environnement réglementaire qui se met en place entre la start-up et le grand groupe. Ça passe par des NDA, ça passe par des audits, et ça fonctionne très très bien. Enfin, et la start-up et le grand groupe, enfin surtout le grand groupe, est très rodé à ce genre de choses. Et il faut savoir que pour un grand groupe, notamment en ce qui nous concerne, on ne va certainement pas s'amuser à aller à l'encontre du NDA qu'on a signé, parce qu'on a, au-delà du problème financier, une problématique d'image. Si demain, Jaguar fait une conférence en disant « La Poste m'a volé mon idée », c'est dans la presse. Parce que la Poste, c'est quand même une cible privilégiée pour la presse. Donc, hors de question qu'on prenne ce type de risque. Donc, voilà, il faut aussi... Et ensuite, il y a une histoire de confiance intuitu personae. Et ça, vous le détectez rapidement avec l'interlocuteur que vous avez dans le grand groupe. Vous savez sentir... Alors, il n'y a pas de KPI là-dessus, mais vous savez sentir par le... Évidemment, si... commencer à essayer de nouer des partenariats avec Alphabet, il faut peut-être vous protéger un peu plus. Bien que Alphabet il soit aussi très rigoureux. Mais voilà, donc la relation au grand groupe, elle a un triptyque, c'est qu'il ne faut pas fantasmer, on vole pas on pille pas les PME. Il y a un encadrement réglementaire qui existe, qui est efficace. Et il y a une relation intuitu personae à avoir avec le responsable dans le grand groupe. Après, je répondrai au fait que si tu viens avec une idée, ça va être compliqué parce que souvent, effectivement, ils vont dire nous aussi, c'est possible en plus, ils vont dire on a déjà réfléchi à ce type de projet, donc nous on va être frustrés. Mais c'est vrai, peut-être qu'ils l'ont déjà fait. Donc, et là, la probabilité qu'ils le fassent, si ils le trouvent intéressante, malheureusement, ça risque effectivement d'être pris. Ensuite, effectivement, nous, on a été labellisés. Comme n'importe quelle société d'éditeur de logiciels, on dépose nos codes sources. Et puis, bon, Olivier, je le connaissais depuis assez longtemps. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu différent. Moi, je trouve que la Caisse des dépôts et le groupe, il y a vraiment une ADN d'intérêt général et de bien commun. Et c'est vraiment leur objectif. Après, je connais des boîtes où ce que tu dis n'est pas complètement faux.
Voilà. Je parlais pas uniquement de absorber financièrement. Là, on est vraiment dans le fantasme. C'est pas que piller, c'est aussi pas que piller l'idée, c'est d'avoir presque une main un peu plus forte sur la start-up parce qu'elle vient avec une idée. C'est plus dans ce sens-là, quand on est face quand même à des groupes et qu'on veut vivre en tant que start-up, parfois on a tendance à s'effacer aussi. Voilà. C'était Après, plus dans, c'était très franchement, global, c'est après, pas que piller. en tant qu'entrepreneur, nous, on arrive des idées. En plus de ça, on a une tendance à être hyper agile sur ces sujets-là. Même s'ils prennent, tu as toujours un temps d'avance. J'ai déjà fait, hein, j'ai allé chez Oracle aux États-Unis. Ils sont venus me chercher avec une limousine. À la fin, le gros naze, enfin, je dis ça, hein, qui me dit mais il faudra pas venir pleurer si vous avez pris vos idées. Je lui dis ben ouais, mais là, on a signé un NDA. Il dit oui, mais on a un NDA de 3 ans. Ils sont prêts à attendre. Hein. 3 ans. Donc tu vois déjà, en plus ce qui est bien, c'est qu'elle t'annonce la couleur. Donc c'est pas trop déconnant. Donc c'est vrai, ça arrive. Sur le coup, j'étais quand même venue, donc je leur ai donné j'ai grappillé hein, sur un petit bout de truc qu'il fallait qu'ils améliorent dans le outil. Ok, ils ont fait des choses, mais au final, on a toujours un temps d'avance en tant qu'entrepreneur. Donc de toute façon, tu les dépasses toujours. Vous avez d'autres... Non? Ben, Voilà. parfait. Ben, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller au TechSprint 3. Merci.